Bonjour à tous. Je vous remercie de me laisser parler sur ce sujet très intéressant qui est la fracture du rachis thoracolombaire sur scoliose préexistante. On avait déjà discuté de cet article et ce travail que nous avions réalisé. On va y rajouter beaucoup d'éléments de réflexion et beaucoup de questions posées, sans forcément de réponses qui apparaissent, mais des questions qui, à ce jour, n'avaient visiblement pas encore été posées. Tout d'abord, pour les différents termes du sujet, donc la jonction thoracolombaire, c'est une zone de transition entre, d'un côté, le bloc rachis thoracique côte sternum, donc plutôt rigide, et le rachis lombaire qui est beaucoup plus mobile. Cette zone anatomique se caractérise par l'absence d'articulation costo-transversaire en T11 et T12 et l'absence de ligaments accessoires, ce qui la rend particulièrement vulnérable à des forces extérieures induisant une fracture. Autre chose, ensuite sur la scoliose, donc la scoliose qui est une déformation dans les trois plans de l'espace. Ces déformations entraînent des modifications biomécaniques sur l'équilibre de la colonne vertébrale et avec des conséquences notamment sur les disques, sur les vertèbres, avec notamment pour les scolioses thoracolombaires, une usure prématurée des disques par des contraintes asymétriques. Donc une fois qu'on voit ça, on est en ce droit de se poser la question de est-ce que une même force appliquée sur un rachis normal, est-ce qu'elle aura la même conséquence sur un rachis scoliotique? Ensuite, autre élément pour continuer sur les bases de ce travail, l'analyse des scolioses, donc là des scolioses idiopathiques de l'adolescente sans fracture, et notamment de l'impact de ces scolioses sur les paramètres, notamment sagittaux. On observe qu'il y a un impact de ces déformations, et ça a été moult fois prouvé, avec une tendance à l'hypocyphose thoracique, une diminution de la lordose lombaire, et dans certains cas, une cyphose thoracolombaire qui peut plus se voir dans ces types de déformations. Et on sait également, et ça a été quand même assez bien étudié, que les paramètres sagittaux sur les scolioses idiopathiques auront un impact, et si on ne les prend pas bien en compte, on va augmenter le risque de faillite mécanique dans les montages réalisés chirurgicaux. Ensuite, une fois qu'on observe que dans la scoliose, il y a un impact de la scoliose sur l'équilibre sur l'alignement sagittal, on peut se dire, est-ce que, il peut y avoir une association entre les paramètres sagittaux et le risque fracturaire? D'après cette étude de 2014, la réponse est oui. Donc c'est une autre population. C'est pas la population qu'on a étudiée là cette fois-ci. Là, ce sont sur 1044 patients ostéoporotiques. On observait qu'il y avait un surrisque de fracture du rachis lombaire en cas de faible incidence pelvienne et de faible lordose lombaire. Et là, donc, la justification, c'était l'augmentation des contraintes axiales sur la colonne antérieure. Donc là, je ne peux pas extrapoler ces résultats à des populations sur rachis non ostéoporotiques, mais cependant, on peut aussi se poser la question, sachant que sur cette étude, tous les patients étaient ostéoporotiques sur une population assez homogène. Donc, est-ce qu'on peut appliquer ces théories sur l'os non pathologique? Ça reste une question posée. Et ensuite, toujours concernant cette fois-ci le rachis thoracique, donc ça a été étudié également si la cyphose thoracique pouvait avoir un impact sur ce risque fracturaire. Sur les études biomécaniques, on observe sur une augmentation de cyphose thoracique, une augmentation de moment de flexion et des forces de cisaillement. Cependant, des études n'ont pas retrouvé de lien entre l'augmentation de la cyphose et le risque de fracture. Et c'est probablement, les conclusions étaient une probable augmentation réactionnelle des chaînes musculaires postérieures, opposée à ces contraintes en compression, et qui n'augmentait donc pas le risque dans ces cas-là. Et enfin, juste un mot pour introduire le problème de la jonction thoracolombaire. Donc on a vu tout à l'heure qu'il y avait fréquemment sur les scolioses une cyphose thoracolombaire qui pouvait apparaître. On le sait que cette étude de 2019 montrait que lors d'une cyphose fracturaire
une prise en charge chirurgicale d'une kyphose fracturaire, eh bien, une sous-correction de cette kyphose augmentait le risque de faillite mécanique. Donc cette correction était primordiale, et si besoin par double temps. Donc ensuite, une fois qu'on a posé toutes ces bases de réflexion, on s'est posé la question de quelles sont les caractéristiques de la traumatologie vertébrale sur HS scoliotique. Donc pour cela, on a effectué une étude qui a été réalisée donc à l'APHM, à l'hôpital de la Timone, et publiée en 2022. Donc cette étude s'intéresse est basée surtout aussi sur le fait qu'il n'y a aucune étude existante sur le sujet. Il s'agit d'une étude rétrospective unicentrique sur les patients opérés d'une fracture rachidienne sur scoliose idiopathique non opérée. Nous avons classé les fractures selon la classification de Lao et les courbures scoliotiques selon celle de l'Encke. 10 patients ont été inclus, ça incluait 16 vertèbres fracturées, une majorité de femmes et d'âge moyen de 36 ans. On note qu'il y avait 6 accidents de la voie publique à haute cinétique parmi ces 10 patients. Il n'y avait pas de déficit neurologique. Concernant le niveau de la fracture, il était en grande majorité au niveau de la jonction thoracolombaire. Il s'agissait également en majorité de fractures de type A, qui est donc la fracture la plus communément retrouvée. Et on observait 5 fractures de type B qui étaient toutes de type B2, donc il n'y avait pas de type B3 en hyperextension. Concernant les différentes courbures, on observait 4 scolioses Lenki 1A, 2 1B, une 1C et 2 scolioses thoracolombaires. Concernant la stratégie thérapeutique qui a été réalisée initialement, dans 7 cas, il y a eu une ostéosynthèse localisée, soit par vissage percutané isolé, soit par vissage percutané associé à une corporectomie par voie antérieure. 3 patients ont eu un traitement orthopédique. Le fait assez notable de cette série, donc cette série de seulement 10 patients, mais c'est qu'il y a quand même 50% de changement de stratégie parmi ces patients, soit par mauvaise évolution clinique, soit par décompensation secondaire de la déformation. Et donc au total, à la fin de la prise en charge, donc 6 patients ont été opérés d'une ostéosynthèse localisée, donc sans prendre en compte la déformation. 3 patients ont finalement été opérés de leur scoliose initiale, donc avec une arthrodèse étendue, une correction de la déformation, suite à un échec à chaque fois du premier traitement. Et un patient a eu une vertébroplastie percutanée, suite à un échec de corset. Donc cette étude est la première étude descriptive s'intéressant à l'association scoliose plus fracture. Donc sur les données épidémiologiques, c'est plutôt cohérent avec l'épidémiologie de la scoliose, avec une grande majorité de femmes, des courbures thoraciques principales en majorité. Les fractures sont en majorité donc, de type A, qu'on peut justifier par le fait soit que les types A sont les fractures les plus fréquentes, ou alors aussi associé au fait qu'il y ait une plus forte prévalence de l'ostéopénie dans la scoliose idiopathique de l'adolescente, et donc ces patients seraient plus susceptibles d'avoir des fractures en compression. On n'observe pas de fracture de type B3. Alors, une hypothèse pourrait être l'hypocyphose thoracique dont on parlait juste précédemment, qui rendrait moins à risque les fractures en hyperextension. Donc ce qui ressort également, c'est la difficulté de la prise en charge de ces patients. Donc on a observé 50% comme d'échecs de la stratégie initiale, avec échec notamment des traitements conservateurs par corset qui ont tous finalement été opérés, et certaines ostéosynthèses localisées qui ont nécessité l'arthrodèse étendue. Mais au final, même après toute cette prise en charge, il y a quand même 50% de résultats cliniques mitigés. On en discutera après avec Benjamin Blondel. Donc toutes ces données nous font appuyer le fait que la prise en compte de la déformation et de la courbure initiale est fondamentale devant le risque de déséquilibre induit par la fracture ou par la chirurgie. Donc ça, c'est de savoir si sont les paramètres chirurgicaux ou la topographie de la fracture qui induit le déséquilibre. Difficile de répondre également. On s'est posé la question sur est-ce que devant le risque de mauvaise évolution secondaire, est-ce qu'il faut prendre en compte directement la courbure? Alors pour nous, probablement pas.
Dans le contexte de l'urgence, ça paraît difficilement envisageable de faire une chirurgie de la scoliose. On ne peut pas faire de bilan préopératoire adéquat, notamment les clichés en bending, les clichés debout, qui peuvent permettre de faire le choix de choisir les niveaux de manière plus précise. Et en plus de ça, on peut envisager que sur une fracture instable, faire des manœuvres de réduction pour corriger la scoliose serait quand même plus dangereux. Cependant, ce qui ressort, c'est quand même d'anticiper une éventuelle chirurgie secondaire de correction de la déformation selon l'évolution du patient. D'autres questions émergent dont on ne peut pas tirer de conclusion sur cette série. C'est tout d'abord où surviennent ces fractures. Est-ce qu'il s'agit plus dans la contre-courbure, au sommet, au niveau des vertèbres transitionnelles? Alors, nous, sur nos résultats, c'est assez hétérogène. On a des fractures qui sont localisées dans les 3 cas. Cependant, des études soit de plus grand effectif, soit des études biomécaniques seraient tout à fait intéressantes justement pour rechercher est-ce qu'on peut anticiper où peut se situer la fracture avant. Ensuite, sur le point technique, il y a la gestion de la courbure de la syphose thoracolombaire. Donc le but, c'est de restaurer l'anatomie préopératoire sans chercher forcément à la corriger. Cependant, la difficulté est en cas d'une syphose thoracolombaire préexistante avant la fracture. Et donc là, à quel point la corriger, et c'est vrai que ça peut amener à une difficulté technique. Sur l'intérêt du temps antérieur, au final, il n'y a pas eu franchement de difficultés techniques pour les corporectomies réalisées sur les déformations scoliotiques. Et la dernière question également qu'on se pose, c'est est-ce que les aggravations de courbure que nous avons observées, est-ce qu'elles étaient liées plus à la topographie de la fracture ou à des paramètres chirurgicaux d'ostéosynthèse? Les pédicules, donc on le sait dans la scoliose idiopathique, peuvent être dysplasiques, notamment dans la concavité. Donc on appuie l'intérêt de la navigation dans ces cas-là, car il y a quand même un plus haut risque de mauvaise position d'implant. Donc il y a plusieurs limites. Il s'agit d'une étude rétrospective uniquement sur des patients réopérés, donc il y a pu y avoir des traitements orthopédiques non pris en compte. Il s'agit d'une étude de faible effectif, sans score clinique. Cependant, donc il s'agit de la seule étude si intéressante. On nous pose beaucoup de questions sans réponse pour le moment. Donc on pose également l'intérêt d'études complémentaires devant ces questions posées. Et voilà. Merci pour votre attention.